Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission animée par Nathalie Croiset. Donc on se retrouve pour cette séquence sur la réglementation et le décryptage réglementaire et on va parler ce mois-ci de décret tertiaire parce qu'on sait à quel point aussi ce décret est important pour vous les acteurs du bâtiment, de la construction et de l'architecture et on est ravis d'accueillir Cédric Beaumont, bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est directeur technique au sein du COSTIC, qui est le Centre d'études et de formation du génie climatique. Alors évidemment comme vous êtes nouveau j'allais dire dans cette séquence, quelques mots pour présenter COSTIC. Oui, le COSTIC effectivement Centre d'études et de formation du génie climatique. Notre association a vocation à accompagner sur le plan technique les entreprises d'installation et de maintenance du CVC et plus généralement finalement tous les acteurs qui s'intéressent à la performance énergétique, le confort, la qualité d'air dans le bâtiment. Et donc pour atteindre cet objectif, nos principales activités sont la formation professionnelle et initiale, à peu près 2000 pros chaque année formés, la réalisation d'études techniques dont les résultats ont vocation à être partagés avec l'ensemble de la filière, et puis également la réalisation de prestations de conseils et d'accompagnement sur des sujets comme l'audit technique d'installation, l'audit énergétique ou des missions liées à l'innovation. Voilà, c'était important évidemment de présenter le COSTIC, ce centre d'études et de formation. On en arrive au sujet du mois, je parlais du décret tertiaire. Est-ce que vous pourriez, Cédric Beaumont, nous en dire un peu plus d'abord dans les grandes lignes sur ce qu'est ce nouveau texte réglementaire ? Oui, effectivement, décret tertiaire, c'est un terme qu'on entend, dont on entend beaucoup parler. Alors, il s'agit d'une disposition réglementaire. Elle était prévue dans le cadre de la loi Elan de 2018 et elle s'est donc concrétisée par la parution d'un décret en 2019, le décret qu'on appelle le décret tertiaire et qui s'accompagne d'un certain nombre d'arrêtés d'application. La collection d'arrêtés d'application étant encore à construire aujourd'hui. L'objectif principal de ce texte est assez simple, c'est d'améliorer la performance énergétique de l'ensemble du parc de bâtiments tertiaires en France. Alors ça, c'est pour expliquer les grandes lignes, mais qui est concerné par ce texte ? Alors, énormément de bâtiments, énormément d'acteurs. C'est pour ça aussi qu'on en parle beaucoup, parce qu'on comprend bien qu'il y a, j'allais dire, si je peux dire, il y a un virage et beaucoup sont concernés. Et il y a encore beaucoup d'acteurs qui sont concernés que le savent pas forcément. Donc au niveau des bâtiments, donc c'est tous les bâtiments qui abritent des activités tertiaires, quelle que soit la nature de cette activité tertiaire, quelle que soit la date de construction du bâtiment, à partir du moment où les surfaces occupées par ces activités tertiaires représentent plus de 1000 m², que ces 1000 m² soient au sein d'un même bâtiment, éventuellement même mêlés à des surfaces occupées par d'autres activités, ou bien répartis sur différents bâtiments d'une même unité foncière. Donc ça concerne par exemple les bâtiments de bureaux, le patrimoine des collectivités, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, les surfaces commerciales. Donc voilà, vraiment beaucoup de bâtiments concernés. Et au niveau des acteurs, les assujettis, c'est comme ça qu'on les appelle dans le dispositif, sont à la fois les maîtres d'ouvrage de ces bâtiments, mais aussi, et c'est important de le souligner et de bien l'expliquer, les occupants locataires. Donc, et ça, quelle que soit la place qu'ils occupent au sein du bâtiment assujetti. Peut-être on peut prendre un petit exemple. Oui, c'est toujours important d'être concret. Pour illustrer. Prenons le cas classique d'un bâtiment de bureau, par exemple 6 étages, chaque étage 200 m², avec un locataire différent à chacun de ces étages. Le bâtiment dans son ensemble, 6 fois 200 m², ça fait 1200 m², donc le bâtiment est assujetti. Et de ce fait, chacun des locataires, même si en propre il ne loue que 200 m², est assujetti du fait qu'il occupe une surface dans un bâtiment lui-même assujetti. Voilà, donc voilà, potentiellement vraiment beaucoup d'acteurs concernés. Alors vous parlez d'assujettissement, qu'est-ce que ça implique et quelles sont les obligations auxquelles vont devoir se soumettre les différents acteurs concernés dont vous parliez ? Alors c'est assez simple à expliquer et assez simple à comprendre. Les obligations sont de deux natures. La première obligation est une obligation de déclaration. Il va falloir déclarer des bâtiments, déclarer des consommations. Les déclarer où ? En fait, les déclarer sur une plateforme numérique gérée par l'ADEME qui s'appelle Opera. Et il va falloir mener cette déclaration en 2 temps.
Un premier temps qui va être à réaliser et à achever avant le 30 septembre 2022, donc c'est très bientôt. C'est tout bientôt, voilà. Oui. Déclaration de la situation de départ, ce qu'on appelle la situation de référence dans le texte, dans laquelle il va falloir déclarer les bâtiments, déclarer les surfaces et déclarer la consommation d'une année de référence choisie entre la période de 2010 à 2019. Donc ça c'est la première obligation. C'est le premier temps de la première obligation, puisque en matière de déclaration, il faudra également chaque année ensuite déclarer les consommations de l'année N-1. Donc première obligation, c'est donc une obligation de déclaration. Et la deuxième obligation, c'est une obligation d'atteinte de performance énergétique, avec donc des horizons qui sont fixés par le texte en 2030, 2040 et 2050. Et là, il faudra en fait atteindre une performance énergétique qui peut être considérée par deux méthodes possibles. Soit la méthode qu'on appelle en valeur absolue, c'est-à-dire des arrêtés vont définir des seuils pour chaque grande famille d'activités tertiaires. Et si on est en dessous de ce seuil, c'est bon. Si on n'arrive pas à atteindre ce seuil, l'autre solution, c'est l'approche en relatif, où là, donc, on va se comparer à ce qu'on a appelé donc la situation de référence, et il faudra réussir à atteindre moins 40% d'ici 2030 d'économie d'énergie. Alors, est-ce qu'on peut dire, Cédric Beaumont, que c'est une forme de réglementation thermique des bâtiments, un petit peu à l'exemple de la RE 2020 dont on parle beaucoup en ce moment pour le neuf? Alors, effectivement, c'est une réglementation qui traite de la performance énergétique du bâtiment, mais une fois qu'on a dit ça, c'est à peu près le seul point commun par rapport à la RE 2020. C'est vraiment un dispositif qui est en rupture par rapport au texte qu'on connaissait jusqu'à présent. Pourquoi il est en rupture? Bien, d'une part parce que, à travers ces exigences que je vous ai décrites, il impose une obligation de résultat et il donne une perspective à moyen et long terme à cette performance énergétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va considérer une consommation d'énergie constatée, mesurée, constatée, et non pas le résultat d'un calcul, comme souvent on a dans d'autres dispositifs. Et puis le troisième point différenciant important, c'est qu'il va s'intéresser à l'ensemble des postes de consommation d'énergie, là où, par exemple, dans la RE 2020, on ne va ne s'intéresser qu'à des postes dits conventionnels. Sur le plan technique, un peu plus technique, il y a aussi deux différences importantes, c'est qu'on va raisonner en énergie finale et non pas en énergie primaire, et également qu'un gestionnaire de patrimoine aura la possibilité de juger de la performance et de son objectif à l'échelle de son patrimoine et non pas simplement bâtiment par bâtiment. Donc, c'est un texte qui par rapport à la RE 2020, il va plus concerner aussi les exploitants, c'est ça? Tout à fait, puisque dans la mesure où il s'intéresse à la véritable consommation et à l'évolution de cette consommation dans le temps, l'acteur au centre de la maîtrise de cette consommation, c'est bien l'exploitant. Alors c'est important aussi d'être concret pour ceux qui nous écoutent. Alors comment un assujetti doit-il s'y prendre pour se mettre en conformité avec ce décret tertiaire? Alors je pourrais vous répondre qu'il peut se faire accompagner du caustique, mais la réponse serait un peu courte. Mais il peut aussi. Il peut aussi, tout à fait. Donc le premier temps, c'est donc cette échéance du 30 septembre 2022. Le premier travail, c'est un travail de collecte et d'analyse d'informations. Regrouper toutes les surfaces, les activités qu'on a dedans, bien analyser le patrimoine assujetti, récupérer l'historique des consommations d'énergie, soit à travers les factures, soit en se rapprochant des fournisseurs d'énergie, mettre en place également la relation maître d'ouvrage occupant, c'est quelque chose d'important. Et à partir de tous ces éléments, définir la situation de référence, l'année de référence qu'on va retenir et que donc on va déclarer dans Opera. Donc ça, c'est le premier travail donc à mener avant le 30 septembre 2022, qui va aussi permettre à chacun de savoir l'objectif qui va s'appliquer à son bâtiment. Partant de là, deux situations possibles. Soit votre bâtiment est déjà en dessous du seuil de valeur absolue, et là, le seul enjeu qui restera, mais il faut y veiller néanmoins, c'est par la bonne exploitation, la bonne occupation, la bonne maintenance, de réussir à maintenir la consommation réelle du bâtiment en dehors de ce seuil.
Pour les bâtiments qui présentent aujourd'hui une consommation plus importante et donc pour lequel on sera en valeur relative, dans l'approche en valeur relative, là, le spectre des possibles est très très ouvert. D'accord. Puisque en fait, le texte n'impose qu'une obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Hein, c'est là toute sa force. Et bien en fait, toute action qui apportera une vraie économie sera de fait valorisée, prise en compte dans le texte. Donc bien évidemment, comme on le regarde dans un audit énergétique classique, les améliorations de la performance de l'enveloppe, l'amélioration des performances des systèmes, mais aussi, et souvent on oublie de regarder ce point, toutes les actions qui vont être en lien avec l'usage, les réglages, le paramétrage, la sensibilisation des occupants, toutes ces actions-là qui souvent présentent un potentiel important d'économie d'énergie et qui est souvent négligé. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que le caustique travaille depuis longtemps sur ces questions. Hein. Notamment, on a développé un concept qu'on appelle Métroclim, qui permet en fait, par la remontée de l'information de la consigne, à la fois de très simplement individualiser les charges de climatisation et de chauffage, donc entre les différentes zones et donc entre les différents locataires, et également de permettre une sensibilisation des occupants à avoir un comportement plus attentif à la gestion de leur confort. Et alors là, c'était pour planter, on va dire, le décor. Et il y a une question qui me vient, parce que c'est vrai, quand on parle de bureaux, de tertiaires, on a souvent aussi, pourquoi pas, des déplacements à faire, et notamment en voiture électrique, quand on arrive, quand on est salarié. Est-ce qu'il y a dans ce décret tertiaire la prise en compte de cette recharge de véhicules électriques et aussi de l'installation de panneaux photovoltaïques ? Alors effectivement, par rapport au schéma traditionnel du bâtiment consommateur d'énergie, on voit bien comment les choses bougent. Le bâtiment, il devient le lieu d'une production. Demain, il deviendra le lieu d'un stockage. Il deviendra aussi un acteur de l'équilibre offre-demande des réseaux. Enfin, vous me réinviterez pour parler de ces sujets avec grand plaisir. Un autre jour. Mais pour répondre à votre question, finalement, quand on a compris que le décret tertiaire s'intéresse aux consommations réelles du bâtiment, eh bien, on sait répondre à votre question. C'est-à-dire que la recharge du véhicule électrique n'est pas considérée comme un usage du bâtiment. D'accord. Et du coup, il faudra mettre en place un sous-comptage pour pouvoir déduire cette consommation de la facture déclarée. Et concernant la production d'électricité par panneau photovoltaïque, là aussi, si vous êtes dans une configuration en autoconsommation, tous les kilowattheures autoconsommés viendront de fait en déduction de votre facture et seront valorisés, j'allais dire, naturellement. Alors, puisqu'on parle de compteurs, est-ce que le texte impose justement de mettre en place, en œuvre des compteurs pour suivre les consommations d'énergie ? Alors, vous l'aurez compris, ce texte n'impose pas de moyens, il n'impose que des résultats. Et c'est vrai également de la partie comptage, il n'y a pas d'obligation de moyens de comptage systématisés et généralisés. Néanmoins, étant donné de nombreuses situations qui vont mêler différentes zones, différents acteurs, mettre en place des sous-comptages ou des dispositifs d'évaluation pertinents, comme j'évoquais Métroclim tout à l'heure, est souvent une solution très pertinente, très utile pour pouvoir à la fois mieux suivre ces consommations, mieux les analyser, mieux les comprendre, mieux les déclarer. Merci en tout cas pour cet éclairage qui était important sur le décret tertiaire. On a vu à quel point aussi il changeait, on va dire, la donne. Et on vous invitera évidemment une prochaine fois avec grand plaisir. Cédric Beaumont, donc directeur technique au sein du COSTIC, le Centre d'études et de formation du génie climatique. On peut aller regarder de près ceux qui nous suivent s'ils ont besoin d'éclairage, vous l'avez dit. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et puis on va parler un peu de compétition parce que c'est important. On parle d'excellence souvent dans ces métiers. Donc on va zoomer sur les WorldSkills dans un court instant dans la séquence Métiers d'avenir. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.